Une ancienne mannequin vue dans Playboy et Penthouse doit désormais poser pour une photo d'identité judiciaire. Les autorités de Los Angeles l'accusant d'attirer des hommes âgés à des rendez-vous pour les voler. Après des mois à alerter les habitants du sud de la Californie, le procureur annonce qu'elle devra enfin répondre de ses crimes présumés. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Très bien. Nous vous avons d'abord parlé d'Adva Levy, 28 ans, qui utilise parfois le nom de scène Mia Ventura, l'automne dernier. Les forces de l'ordre du comté de Los Angeles auraient diffusé un bulletin avec ce qui semble être la photo de son permis de conduire et des détails sur la voiture, un SUV Porsche noir et une berline Mercedes-Benz blanche. Nous recevons désormais de nouveaux détails du bureau du procureur du comté de Los Angeles sur les crimes présumés de Levy et la date possible de sa comparution devant un juge et un jury. Donc, selon le bureau du procureur, entre 2023 et 2025, Levy est accusé d'avoir utilisé des applications de rencontres pour nouer des relations avec des hommes âgés et fortunés, ainsi qu'avec de jeunes femmes. Le tout dans les secteurs de Westlake Village, West Hollywood, Los Angeles et Beverly Hills. Qu'elle aurait prétendument eu accès à leur domicile en se faisant passer pour une petite amie ou une compagne de voyage. Et ensuite, elle est accusée d'avoir volé de l'argent liquide, de l'or et des articles de créateurs haut de gamme. Donc, elle a été inculpée de 6 chefs d'accusation criminels pour le moment. 2 chefs d'accusation d'utilisation non autorisée d'informations personnelles, 2 chefs de vol importants, un chef de cambriolage de domicile au premier degré, un chef de cambriolage de domicile au premier degré alors qu'une personne était présente. Le procureur de Los Angeles, Nathan Hochman, a affirmé dans un communiqué: lors du procès, nous prouverons hors de tout doute raisonnable que l'accusé a exploité la confiance née de relations en ligne pour accéder au domicile des victimes et les voler. Sa capacité à tromper et influencer autrui, en personne ou en ligne, a pris fin. Notre bureau s'engage à tenir pour responsables tous ceux qui utilisent la tromperie et la manipulation pour s'en prendre aux autres. Et selon le bureau du procureur, Levy risque jusqu'à 11 ans et 8 mois de prison d'État si elle est reconnue coupable de tous ses chefs d'accusation. Donc vraiment, les enjeux sont élevés. Elle a plaidé non coupable. Elle comparaîtra devant le tribunal de Van Nuys le 6 avril et reste en liberté surveillée avec un bracelet électronique, selon le dossier du tribunal. Il lui a été ordonné d'éviter les victimes présumées dans cette affaire. Apparemment, Levy est aussi accusé d'avoir monté ses combines ailleurs qu'en Californie du Sud. Selon un reportage d'ABC7, des plaintes ont été déposées contre Levy dans le Nevada, en Floride, en France et en Italie. L'une des premières personnes à avoir parlé publiquement des supposés vols de Levy est un podcasteur nommé Michael Sartin, animateur de Access Vegas. Il a déclaré aux médias de Los Angeles, KTLA, que Levy avait été invité dans un épisode de son émission. Et à un moment donné, selon lui, Levy est allé dans la loge et a volé les cartes de crédit et l'argent liquide dans les sacs à main de toutes les panélistes présentes à ce moment-là. Elle serait ensuite apparemment revenue pour participer au panel. Et je cite: elle était calme comme une image. Il a déclaré à ABC7: elle est restée 90 minutes après avoir volé cartes de crédit et argent liquide dans les sacs à main. Dans la loge, uniquement avec les invités, elle est restée là, calme comme une image, à parler de l'élection, pendant qu'elle avait les affaires de tout le monde dans son sac à main, juste posées derrière elle. Maintenant, l'une des femmes qui aurait été victime a déclaré à KTLA que Levy avait essayé de faire plusieurs achats avec sa carte American Express volée, y compris un rendez-vous coûteux chez un coiffeur à Beverly Hills. La victime a apparemment mené sa propre enquête et affirme avoir découvert que Levy avait soi-disant pris rendez-vous sous le nom de Mia Ventura. Une autre victime présumée a parlé avec le Los Angeles Times en décembre dernier de ses expériences avec Levy, je cite Amber Karisbasic, un mannequin international de lingerie et de maillots de bain. Elle a raconté au Times que Levy s'était lié d'amitié avec elle, l'avait invitée à un voyage tous frais payé à Ibiza, mais que la partie tous frais payés était trop belle pour être vraie, car Basic affirme que lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, il n'était pas payé. Elle a dû payer plus de 2000 $ pour s'enregistrer. Et puis, quand Levy est arrivée, elle était suivie par un chauffeur de taxi qui exigeait d'être payé. Levy a apparemment dit à Basic que sa carte American Express ne marchait pas en Europe, donc Basic devait payer le chauffeur. Bassett dit qu'elle passait à la nuit à attirer des hommes plus âgés pour qu'ils paient repas et boissons. Elle ajoute que Levy photographiait leurs cartes de crédit. Citation: je croyais que ce voyage entre filles servait à créer du contenu, mais pour Levy, il ne s'agissait que de m'utiliser pour attirer ses prochaines victimes. Tout ce qu'elle voulait, c'était chasser des hommes riches et plus âgés.
Maintenant, Lévy elle-même a apparemment répondu à certaines des accusations portées contre elle. Le Daily Mail l'a contactée après la diffusion de ce bulletin spécial, et elle a déclaré qu'elle n'avait pas entendu parler des accusations avant qu'il ne l'appelle. Selon le Daily Mail, Lévy a déclaré au téléphone: quand on fréquente quelqu'un de puissant et bien connecté, si on l'énerve, ça peut poser problème car ils peuvent vraiment te nuire. Quand le Daily Mail a demandé plus de détails sur ce stratagème présumé, elle leur aurait raccroché au nez. Alors, que sait-on d'autre sur elle? Que sait-on d'autre sur Lévy? Eh bien, elle est apparue en couverture de Playboy et a été élue Penthouse Pet du mois en juillet 2023. En 2022, Clubhouse Media Group a annoncé par communiqué qu'elle rejoignait Honeydrip, concurrent d'OnlyFans. Selon le communiqué, Lévy, originaire d'Israël, a servi 2 ans dans les forces de défense israéliennes, puis travaillé comme hôtesse de l'air. Selon Clubhouse Media Group, la pandémie de Covid-19 a immobilisé les avions dans le monde entier et elle a été licenciée. Le communiqué précise qu'elle s'est concentrée sur sa communauté en ligne et a travaillé comme mannequin. Qu'en penser et à quoi s'attendre? Philippe Dubé, ex-avocat de la défense publique du comté de Los Angeles, est avec nous. Merci d'être là, monsieur, c'est un plaisir. Bonjour Jessie, comment ça va? Bien, que doit-on penser de ces accusations? Si vous la défendez, sur lesquelles voudriez-vous vous concentrer le plus? Laquelle vous inquiète le plus? Vous dites qu'il les regroupe toutes, tout ou rien. Eh bien, juridiquement, je pense que l'accusation la plus grave est le cambriolage résidentiel au premier degré pour plusieurs raisons. Premièrement, cela peut entraîner jusqu'à 6 ans de prison d'État et vous devrez en purger 85%. Deuxièmement, elle n'est pas citoyenne américaine. Et selon la loi fédérale sur l'immigration, cela pourrait être considéré comme une aggravated felony au sens du droit américain, en d'autres termes, un crime de violence, et cela la rendrait expulsable. Donc, elle serait sur un bateau lent, aller simple pour Tel Aviv. Donc, en tant qu'avocat de la défense pénale, nous devons non seulement protéger leurs intérêts juridiques en matière pénale dans le respect des garanties procédurales, mais il y a aussi une obligation et un devoir supplémentaire de protéger leur statut migratoire. Donc, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour leur permettre de rester dans le pays. D'ailleurs, selon le registre du tribunal, elle a engagé un avocat privé, le défenseur. Donc il ne semble pas qu'elle va utiliser un avocat commis d'office. Mais dans tous les cas, quelles seraient les premières étapes que vous prendriez pour construire une défense? Parce que je me demande vraiment quelles sont les preuves qu'ils ont contre elle, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est de la surveillance? Vous pensez que c'est ce qu'elle avait soi-disant en sa possession? L'idée était-elle de dire: on peut suivre les cartes de crédit pour savoir où elles ont été achetées et où elles ont été utilisées? Selon vous, qu'ont-ils contre elle actuellement? Tout d'abord, elle a un avocat de la défense très compétent. Elle est représentée par Jeffrey Rubinstein. Je crois que son cabinet est à Beverly Hills. Et je n'ai jamais rencontré M. Rubinstein, mais il ne travaille certainement pas gratuitement. Et d'ailleurs, je dis ça tout le temps aux avocats privés. Quand vous représentez un client accusé de ce qu'on appelle un crime financier, c'est-à-dire impliquant de la haute finance, beaucoup d'argent, les procureurs peuvent engager une action civile et, en gros, vous priver des honoraires d'avocat que vous avez reçus, s'ils peuvent prouver qu'ils proviennent d'une source illicite. Donc, si cet argent a été pris par elle et qu'elle l'a utilisé pour payer son avocat pourrait finir par travailler gratuitement. Maintenant, cela dit, si je la défendais, encore une fois, le premier angle d'attaque serait le cambriolage d'habitation. Pour condamner, pas pour la renvoyer en jugement, car là, il suffit d'un seuil de cause probable. Ils doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'elle avait l'intention soit de commettre un crime, soit de voler avant d'entrer dans le hall. D'accord, donc N'est-ce pas? Autrement dit, si elle rentre, traîne et décide de prendre quelque chose parce que ça lui plaît, ce n'est pas un cambriolage. comme une réflexion après coup, non, ce n'est pas le cas. En supposant qu'il puisse prouver que vous aviez cette intention avant d'entrer et que vous y êtes allé sous prétexte de vouloir simplement arranger un rendez-vous pour son ami cœur solitaire, ce genre de choses, cela pourrait suffire comme preuve circonstancielle pour l'inculper. Mais si ce n'est qu'une idée venue après coup, quand elle est arrivée là-bas et qu'il passait un bon moment, elle regarde autour, aperçoit un joli bracelet, un bijou ou une liasse de billets sur une table de nuit et les prend. Cela ne prouve pas son innocence, mais ce n'est pas un cambriolage. Alors Philippe, selon toi, quelles seraient les preuves? Comment pourraient-ils prouver cela? Y a-t-il un effet cumulatif quand on parle de plusieurs victimes présumées et de plusieurs faits? Est-ce ainsi qu'on prouve l'intention? C'est ainsi qu'on comprend ce qu'elle aurait été en train de manigancer?
Parce que, encore une fois, c'est vraiment une affaire intéressante. À plusieurs niveaux, on pense au chevauchement des chefs d'accusation, des faits, et à la manière de prouver l'intention. Eh bien, cela dépend de l'accusation. Donc, par exemple, si c'est, disons, l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit, si elle utilise un pseudonyme, disons, au moment de l'achat, elle ment sur son identité. Alors, c'est évidemment une preuve circonstancielle d'une intention de frauder. Ou c'est comme l'utilisation non autorisée de données personnelles permettant d'identifier quelqu'un. Correct. On appelle ça un 44484E ici. Et c'est un crime très courant où l'on met la main sur une carte de crédit égarée ou volée. Vous essayez de la faire passer pour la vôtre, vous faites un achat, mais ensuite vous signez avec un faux nom ou vous donnez une fausse explication sur la façon dont vous avez obtenu la carte. Cela montre une intention de tromper et une intention de frauder. Maintenant, en ce qui concerne le cambriolage, certainement lorsque vous avez un groupe de victimes qui viennent et qui n'ont absolument aucun lien entre elles, disant que cette diablesse m'a fait ça aussi. Elle entre chez moi sous prétexte de vouloir sortir avec moi, de vouloir avoir une aventure, mais en réalité, elle fouille dans les tiroirs quand je cours à la cuisine pour lui servir un verre, ou si je vais aux toilettes, elle ouvre les placards ou fouille dans mes tiroirs, faisant ce qu'elle veut. C'est une preuve circonstancielle d'intention de voler, mais que prouve-t-elle d'autre? On peut soutenir que des éléments circonstanciels montrent qu'elle avait cette intention avant d'entrer. Il y a trop de personnes qui se liguent contre elle, des personnes qui ont été ses victimes, pour dire que non, c'était une intention formée après être entrée. Qu'as-tu pensé de sa déclaration, de la déclaration présumée qu'elle a faite au Daily Mail, où elle disait, tu sais, il semblait qu'elle disait qu'elle était faussement accusée, faussement ciblée, parce qu'elle s'était mise quelqu'un à dos. Est-ce que c'est une défense? Apparemment, elle a raccroché quand on l'a interrogée davantage, ce qui est son droit, mais je ne sais pas. Je suppose que cela pourrait servir de preuve, mais cela t'indique-t-il aussi le type de défense qu'elle pourrait utiliser? Ça dépend de la crédibilité qu'elle dégage. Si elle témoigne à la barre et dit, écoutez, j'admets, j'ai peut-être profité des gens, je ne les appréciais plus après le premier rendez-vous. Ça n'a pas marché, mais malgré tout, ils m'ont couverte de cadeaux extravagants. Ils m'ont invité au restaurant et m'ont gâté. Ils sont simplement mauvais perdants car je n'étais pas intéressé et ne voulais pas d'autres rendez-vous. Et je pense qu'on peut dire que c'est vrai. Je veux dire, combien de personnes se rencontrent sur ces sites de rencontres? Le but, c'est de sortir ensemble. Parfois, ça ne marche pas. Alors tu passes au suivant et tu espères trouver ton âme sœur. Maintenant, au bout d'un moment, ça va commencer à s'accumuler comme autant d'éléments à charge parce qu'il y aura trop de gens qui diront que après ou lors du premier rendez-vous, elle est entrée chez moi et m'a arnaqué. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément un mauvais perdant ou quelqu'un qui regrette d'être allé à ce premier rendez-vous. On dirait plutôt quelqu'un qui est vraiment victime d'un crime. Je pense que ce sera difficile d'obtenir un jury juste et impartial dans une affaire comme celle-ci en tant qu'avocat de la défense. Non pas parce que tout le monde connaîtrait l'affaire, mais à cause de ce dont elle est accusée, de son apparence, de la façon dont elle se présente. Je me demande si cela pourrait être difficile. Vous savez, l'apparence et puis aussi ces accusations, elles peuvent être difficiles. Trouver un jury juste et impartial n'est pas facile, n'est-ce pas? Eh bien, tout ce qui compte vraiment lors de la sélection du jury, c'est que vous puissiez obtenir du panel de jurés que personne n'a formé d'opinion définitive. Si personne, malgré ce qu'ils ont pu lire ou entendre sur l'affaire, n'a tiré de jugement ou de conclusion définitive à son sujet, je pense que vous pouvez trouver 12 jurés qui peuvent être justes et impartiaux. Même si nous sommes plongés chaque jour dans le monde du true crime, il y a plein de gens qui vivent simplement leur vie et qui n'ont aucune idée de qui elle est. Et franchement, soyons honnêtes, surtout ici dans l'ouest de Los Angeles et dans la vallée de San Fernando où elle sera jugée, nous avons une grande communauté juive et israélienne qui pourrait en fait lui être favorable. Je ne vais pas forcément les qualifier de progressistes ou dire qu'ils sont enclins à relâcher quelqu'un simplement parce qu'il vient d'Israël. Mais je pense qu'il y aura un terrain d'entente, si vous voulez, et ils pourraient lui accorder un peu de clémence et ne jamais imaginer que l'un des leurs pourrait faire une telle chose. J'imagine qu'il faut demander au juré. Avez-vous vu sa couverture se replier ou l'avez-vous déjà regardé en ligne? Si c'était vraiment le service auquel elle appartenait, on leur pose des questions, non? Bien sûr,
alors le tribunal peut les récuser pour motif valable. Parce que si vous pouvez dire pendant la sélection des jurés qu'ils se sont déjà fait une opinion définitive, vous savez qu'elle est une victime, une méchante, une voleuse, une manipulatrice, une arnaqueuse. Alors, parce qu'ils se sont fait cette opinion définitive sur la base des récits médiatiques, le juge va les récuser pour motif valable. D'accord. Pensez-vous que cela ira vraiment jusqu'au procès? Je sais que vous n'êtes pas impliqué et que vous ne connaissez pas toutes les preuves. Mais est-ce que c'est l'une de ces situations où, si vous avez des preuves plus claires et nettes, si vous pouvez montrer, vous savez, encore une fois, je ne sais pas tout ce qu'ils ont, mais si c'est facile à prouver, utilisation non autorisée de données personnelles permettant d'identifier une personne, ou si vous pouvez, vous savez, s'il y a des images de vidéosurveillance ou des reçus de carte de crédit, peu importe, est-ce le genre d'affaire où vous pensez qu'un accord pourrait être trouvé et à quoi ressemblerait un tel accord? Si je la représentais et que j'ai effectivement vérifié qu'elle n'est pas citoyenne américaine, encore moins titulaire d'une carte verte ou d'un statut légal aux États-Unis, j'essaierais de négocier un accord où elle purge une peine, 364 jours ou moins pour une infraction non violente qui n'est pas qualifiée d'aggravated felony au regard du droit fédéral. Parce que ce que cela ferait, oui, elle serait condamnée et elle aurait un crime sur son casier. Elle serait condamnée à payer une indemnisation, mais cela ne la rend pas automatiquement expulsable. Elle garderait alors le droit à une audience devant les tribunaux de l'immigration pour défendre son droit de rester. C'est ainsi que je tenterai de négocier. Maintenant, d'un autre côté, si elle ne veut pas faire de prison et ne se soucie pas de son statut d'immigration, alors vous pouvez soit la faire plaider coupable et peut-être obtenir une simple mise à l'épreuve pour le cambriolage et elle s'en va, soit vous allez au procès. Mais je peux vous dire maintenant, vu l'endroit où elle va être jugée, si elle est reconnue coupable, elle ira en prison. 2 points à ce sujet. Pourquoi dites-vous cela? Je ne connais pas ce procès. Et deuxièmement, je ne connais pas ce tribunal. Et puis là, vous avez parlé d'accusations fédérales, mais ce ne sont pas des accusations relevant de l'État fédéré. Ce sont des accusations relevant de l'État fédéré, mais lorsqu'on est reconnu coupable de certaines infractions relevant de l'État fédéré, cela déclenche la loi fédérale sur l'immigration. D'accord, compris, compris, compris. D'accord. Et la loi fédérale sur l'immigration définit certains types d'infractions qui vous rendent expulsable. Compris. Par exemple, certains types de cambriolage aggravé de domicile où le propriétaire est réellement présent au moment des faits. On appelle ça un cambriolage alors que l'occupant est sur place. Si la victime est effectivement présente au moment du cambriolage, c'est un crime particulièrement dangereux. Parce qu'on part du principe que vous pourriez utiliser la violence pour tenter de stopper le cambrioleur ou que le cambrioleur pourrait essayer d'utiliser la violence contre la victime. Donc vous devenez expulsable. Pourquoi ce tribunal? Vous avez dit qu'elle risque la prison dans ce tribunal. Pourquoi le pensez-vous? Je peux vous dire cela simplement grâce à mon expérience et avoir plaidé dans la vallée de San Fernando. Quand vous refusez un accord et que vous risquez presque 11 ans, vous n'allez pas vous en tirer avec un simple sursis probatoire quand il y a autant de victimes. Je veux dire, ce genre de ruse et cet avantage que l'accusé a pris sur les autres, plusieurs victimes vulnérables qui sont tombées facilement dans le piège de quelqu'un d'aussi rusé et manipulateur doivent être punies. Sinon, vous ne découragerez jamais ce genre de comportement. Et à ce moment-là, ses préoccupations concernant l'immigration seront le moindre de ses problèmes. Elle ira en prison. Philippe Dubé, j'adore vous avoir avec nous. Vous expliquez si simplement le droit californien et l'actualité à Los Angeles. Merci monsieur, je vous suis reconnaissant. Le journal est en ligne. Prenez soin de vous. Et c'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23 h, heure de l'Est. À la prochaine, tout le monde.